offre une ligne d'écoute, le 1-866-740-MUE. Appelez pour raconter le moment où votre enfant a débuté sa préadolescence. Il vous appelle bro ou pire encore, il vous appelle par votre prénom. On veut tout savoir au 1-866-740-MUER. Les meilleurs appels seront disponibles sur la page Facebook de la famille du lait. 3, 2, 1. Merci beaucoup, Laura Jessica. Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. L'actualité est toujours riche pour nos chroniques avec Frédéric Bérard, qui est avocat, docteur en droit et chroniqueur avec nous un mercredi sur deux. Bonjour, Frédéric. Bonjour Frédéric. En plein dans ta table, le premier sujet, parce que vendredi dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a mentionné qu'il envisageait de recourir à la disposition de dérogation pour empêcher la prière dans les lieux publics. Ces propos étaient en réaction à la suite des révélations qui visent l'école secondaire Saint-Maxime de Laval. Et hier, le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, qui a balayé du revers de la main les prétentions du premier ministre québécois en ajoutant que les croyants peuvent prier en public, quelle que soit leur religion. Je parlais de Tatal parce que ça parle de dérogatoire, de liberté, de laïcité. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette sortie de François Legault? Oh là là. Aussitôt moi, ça fait déjà un petit bout de temps que je le dis, puis c'est pour ça que la question est devant les tribunaux, mais c'est rendu trop facile pour les politiciens d'utiliser la dérogatoire pour marquer des points politiques, pour menacer les citoyens de retirer des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont maintenant vus pratiquement comme des faveurs qu'on fait aux citoyens, puis le politique peut les suspendre en claquant des doigts avec cette même dérogatoire-là, tout en espérant évidemment compter des points politiquement parlant. Si on revient sur le propos lui-même, encore là, c'est la preuve d'une démagogie assez claire, parce que quand Legault nous dit on va interdire les prières à genoux dans la rue, c'est parce que c'est déjà interdit. C'est interdit par le code criminel, c'est interdit par le code de la sécurité routière, c'est interdit par la plupart des règlements municipaux. Ce qui fait donc qu'on n'a absolument aucunement besoin d'une loi à cet effet-là. Les policiers ont simplement à faire le travail en appliquant le droit qui existe déjà. Et pour les prières dans d'autres endroits publics, là, il faut faire attention. Un endroit public, c'est pas une institution nécessairement. Par exemple, un parc, c'est ouvert à tous et chacun. Et on a fait un peu le décompte avec des amis pour nous amuser. Et les seuls qui font des prières, pas les seuls, mais la grande majorité des gens qui font des trucs religieux dans l'espace public sont très souvent des catholiques qui, par exemple, manifestent pour Pâques, il y a des trucs de procession, je m'y connais pas trop, mais tout ça on voit ça dans la petite Italie, ici à Montréal, et à ce que je sache, ça ne dérange personne. Alors, est-ce que François Legault va utiliser la dérogatoire pour interdire seulement aux musulmans le droit de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire? S'il va là, franchement, on dira que c'est un peu effronté, merci, mais en même temps, c'est très honnête et très transparent. Mais comment expliquer qu'on est parti au départ de cas dans des écoles de Montréal? D'ailleurs, ce matin, encore une fois, le ministre Drainville qui mentionne que 3 enquêtes seront ouvertes pour des écoles de Montréal, encore une fois. Mais comment on explique qu'on est parti de cas précis exposés dans des reportages dans des écoles et là, on est rendu à sortir et parler de prière dans les lieux publics? Si j'étais un peu cynique, je te dirais que c'est une crise qui est fabriquée pratiquement pas de toutes pièces, parce que dans les écoles, ça c'est autre chose. Moi, je pense que c'est bien important que le prosélytisme soit interdit, puis que les profs qui pratiquent le prosélytisme, c'est quoi? C'est que tu assures la promotion d'une religion, tu essaies de rentrer ça dans la gorge des enfants, que ces profs-là soient suspendus, soient congédiés. Ça, pour moi, ça fait aucun doute. Et ça tombe bien parce qu'il y a déjà une loi qui prévoit ça, encore une fois, c'est-à-dire la loi sur l'instruction publique. Pour le reste, oui, c'est une fabrication de crise parce qu'il n'y a pas d'enjeu avec la prière musulmane au Québec. Ça n'existe pas. Je pense que c'est arrivé une fois, il y a de ça quelques mois, pendant une manifestation pro-Palestine, où il y en a quelques-uns qui ont prié dans la rue quelques minutes. Encore là, si on avait voulu, les policiers auraient pu appliquer la loi et on n'en parle plus. Donc, est-ce qu'on va s'auto-mutiler comme nation, encore une fois, avec un truc qui n'existe pas? Franchement, c'est triste. Puis François Legault, moi, j'ai des amis qui le connaissent bien, qui ont travaillé avec lui, et il dit souvent, il n'y a rien de mieux qu'une bonne crise pour augmenter
nos appuis chez la population. Alors, très clairement, c'est un tempête qui est en train de se passer. Bon, on va quitter ce domaine-là pour aller... on va se rapporter à la fin du mois de novembre, Frédéric. Le comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec dans la Fédération canadienne, c'est un très long titre, a accouché un volumineux rapport qui recommande, entre autres, l'adoption d'une constitution québécoise. En fait, c'est un rapport de 108 pages qui contient 42 recommandations, notamment la création d'un conseil constitutionnel. Et tout ça, ça nous ramène à ce fameux thème qui avait été évoqué là, depuis les derniers mois. Une constitution québécoise. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Oui et non. Ça dépend comment on le voit. C'est certain que tant et aussi longtemps que le Québec fait partie du Canada, on est assujetti à la Constitution canadienne, peu importe qu'on se fasse une Constitution québécoise ou pas. Par contre, l'idée d'avoir une constitution purement du Québec, on en a déjà une informellement, qu'on se comprenne bien. Par exemple, la Charte québécoise des droits et libertés, on a la loi sur l'Assemblée nationale, on a la loi électorale, on a un paquet de dispositions très politiques où on a décidé comment allait fonctionner notre vivre ensemble, et ainsi de suite. Ça fait partie, ça, d'une constitution, la loi 101 aussi. Ça fait partie d'une constitution informelle, en quelque sorte. Mais si on décidait d'aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais c'est de dire, voici notre constitution, voici le préambule, voici nos principes de base, à laquelle, évidemment, on grefferait, justement, la Charte des droits et libertés, et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est insignifiant comme geste? Je crois pas, parce qu'une constitution pour un peuple, c'est un symbole qui est fort, qui est puissant, qui est important, auquel les gens s'associent essentiellement. Donc, je pense que l'énoncé de principe est peut-être nécessaire, en tout cas, à tout le moins, est très légitime, mais pour le reste, d'un point de vue l'égalité au sens fort du terme, faut pas oublier que pour l'instant, du moins, on verra pour les prochaines années, on fait encore partie du Canada et, par exemple, t'as beau dire on a une constitution québécoise, mais celle-ci ne pourra pas aller à l'encontre de la constitution canadienne. Par exemple, la Charte québécoise va encore être en dessous, si je peux dire, de la Charte canadienne. On ne pourra pas dire non plus, nous, on a les compétences qu'on n'a pas actuellement. Là, on va s'arroger telle compétence, je sais pas, moi, disons, en matière de droit criminel. Évidemment qu'on ne pourrait pas faire ça. Mais pour le reste, pour le symbole, oui, je pense que c'est une idée qui est très, très, très sympathique. Et il faut rappeler que c'est pas une initiative partisane parce que ce comité était piloté par un ancien libéral et un ancien péquiste. Donc, ça n'a pas été télécommandé, disons, par la CAQ. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, imaginons qu'elle entre en fonction demain. On adopte cette constitution québécoise. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la population du Québec, Frédéric? La réponse bête, c'est... j'ai tendance à dire rien dans un sens, mais tout dépendra de ce qu'on y ajoutera. Par exemple, si on décidait d'ajouter dans la Constitution québécoise le fait qu'on change notre régime de scrutin, qu'on adopte le régime de scrutin proportionnel, qui avait été promis par François Legault, qui a changé d'idée, qui avait été promis par René Lévesque à l'époque, qui a changé d'idée aussi. Mario Dumont avait proposé la même chose, mais il n'a jamais obtenu le pouvoir. Si on avait ça dans cette Constitution québécoise, et on a tout à fait le droit de le faire dans le cadre de la Constitution canadienne, c'est l'article 45 de la loi constitutionnelle de 82, qui nous permet de modifier notre régime, mais ça serait un exemple d'impact concret, si je peux dire, pour la population. En d'autres termes, il va falloir qu'on ajoute de nouvelles choses, il va falloir qu'on réforme le système actuel dans le cadre, évidemment, d'une nouvelle Constitution québécoise et dans le cadre du respect de la Constitution canadienne. Donc ça aurait un impact, comment je dirais, pragmatique. Pour le reste, on est essentiellement dans le cadre du symbole, qui change peut-être rien, tu me diras, dans la vie de tous les jours pour les citoyens, mais dans l'histoire d'une nation, d'avoir une constitution, un texte constitutionnel avec des principes, je pense que c'est fantastique. Je veux terminer avec une question surprise, pas prévue au plan, Frédéric Bérard. T'es prêt? Comme d'habitude. T'es un spécialiste en constitution, tu connais bien ce sujet-là, je ne me trompe pas. J'attends la balle courte. Est-ce qu'il existe un petit paragraphe, un alinéa quelque part qui permettrait au Canada de devenir le 51e État des États-Unis? Excellente question. Le renvoi sur la sécession du Québec en 98 parlait un peu de l'inverse, des possibilités pour une province, nommément le Québec ici, de quitter le Canada. Est-ce qu'on parle de la possibilité de joindre un autre pays? Non, c'est pas prévu dans la Constitution canadienne. Il n'y a absolument rien là-dessus. Et je veux pas te faire de peine non plus, mais je te dirais que la question est un peu incomplète parce que c'est pas tant de savoir
si on veut se joindre aux États-Unis, c'est plutôt de savoir est-ce que les États-Unis sont capables de nous annexer sans notre consentement? Et ça, je pense que la réponse est oui, compte tenu des puissances militaires en place. Réponse du constitutionnaliste et aussi du chroniqueur. On s'amuse bien sûr. Là. On ne veut pas faire peur au monde ce matin. C'est pas dans les cartons, mais ça a été évoqué donc depuis les derniers jours. Frédéric Bérard, on te souhaite un bon temps des fêtes, beaucoup de repos en famille, de plaisir, quelques excès pour se reparler en pleine forme au début du mois de janvier. OK, on limite les excès puis on se reparle. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Bye-bye. Au revoir.